Bonjour à toutes et tous, je suis particulièrement heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de nos causeries consacrées à la culture et en particulier au 110e anniversaire du musée Léon Dierx. Alors aujourd'hui, nous allons évoquer avec Monsieur Bernard Leveneur, le conservateur de ce musée, l'extraordinaire patrimoine créole de cet unique musée des Beaux-Arts de La Réunion. Bonjour Monsieur Leveneur. Bonjour. Alors, nous avons retracé lors de l'émission précédente l'historique du musée et aujourd'hui nous allons donc nous intéresser à une partie de ses collections, celle qui concerne tout particulièrement le patrimoine créole. Alors tout d'abord, qu'entendez-vous par patrimoine créole? Alors, comme on l'avait précisé dans la première émission, la grande originalité des collections du musée Léon Dierx dès le début, c'est de mélanger finalement de la création artistique d'avant-garde ou moderne du 19e siècle avec un fonds patrimonial qui parle de la Réunion, qui concerne les artistes réunionnais du 19e siècle et que le musée possède et que le musée a continué d'enrichir depuis sa création. Donc ce fonds créole, en fait, c'est cet ancrage réunionnais, cet ancrage indiano-océanique que les deux fondateurs du musée, Marius Herrier-Leblond, ont voulu dès la création et qui, après diverses évolutions, finalement fait toujours partie du parcours permanent des collections du musée Léon Dierx, dont la dernière présentation date de mai 2021. Et on a vraiment réussi, grâce à ce fonds initial, grâce aux achats, aux dons qui nous ont été faits ou aux dépôts qui nous ont été faits depuis la création du musée Léon Dierx, à vraiment consolider et à offrir maintenant aujourd'hui finalement une introduction, une salle d'introduction aux visiteurs qui part de la Réunion et qui part de l'océan Indien. Oui, alors ça c'est vraiment particulièrement intéressant. On a donc ces fondateurs du musée qui sont Marius Herrier-Leblond qui vont proposer à la fois véritablement une collection d'avant-garde et en même temps qui n'oublient pas qu'ils sont réunionnais, oui, qu'ils sont créoles et qui vont profondément ancrer ce musée dans ses collections et dans son patrimoine et dans son territoire. Et ça, c'est vraiment particulièrement étonnant. Alors, on va pouvoir voir différentes parties de ce patrimoine. Nous allons commencer peut-être par les paysages de la Réunion et de l'océan Indien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, au 19e siècle, il y a un genre qui s'appelle le paysage qui va triompher. Les Leblond étant deux hommes du 19e siècle, deux hommes ayant apprécié l'art moderne du 19e siècle, les nouveautés artistiques, et le paysage est vraiment un thème majeur de la peinture durant le 19e siècle. Ce paysage, il y a deux façons de l'approcher. Il y a le paysage académique, c'est essentiellement ce qu'on a dans les collections du musée Léon Dierx, ou le paysage de plein air, c'est aussi ce qu'on a dans le musée Léon Dierx, mais qui concerne plutôt la partie européenne, puisque c'est les impressionnistes et leur héritage. Et ces paysages, comme on peut voir sur la première image qui vous est proposée, en fait, c'est une toile intéressante parce qu'elle a été peinte par un artiste qui s'appelle Théodore Gudin. Et ce Théodore Gudin n'est jamais venu à l'île de la Réunion. C'est un artiste officiel qui a fait sa carrière sous le règne de Louis-Philippe, qui a reçu énormément de commandes de la part de ce roi, notamment pour le musée de l'histoire de France qui se trouve au château de Versailles aujourd'hui. Donc il a fait plusieurs grandes toiles, c'est un très grand format, c'est la plus grande toile de paysage que possède le musée Léon Dierx, sauf que cet artiste n'est pas venu dans l'île. Et comment a-t-il créé ce tableau? Probablement en lisant donc des récits de voyages sur la Réunion, en prenant quelques gravures sur la Réunion qui existaient déjà, qui pouvaient circuler en Europe. Et si on regarde bien l'image, qui est intéressante, la composition de cette image, c'est qu'en fait, on a à la fois un paysage, mais qui est aussi un paysage historique, puisque c'est aussi une histoire qu'on raconte, c'est l'histoire du peuplement. Donc il a mis au premier plan une barque avec une famille africaine, noire, malgache, on ne sait pas très bien, mais en tout cas ce sont des gens qui viennent de la zone. Bon, c'est censé évoquer la part africaine et la part malgache du peuplement de la Réunion, sauf qu'on sait très bien que les esclaves ne sont jamais arrivés paisiblement comme le montre ce tableau. Une seconde barque dans laquelle il n'y a que des blancs. Au loin, donc c'est la part des colons européens qui arrivent. Au loin, on a des bateaux, donc c'est le mode d'arrivée. On voit également sur
Donc c'est une plage et on voit une grande montagne sur la gauche de la composition. L'île est une montagne. Donc bah voilà, il a fait une montagne. Il y a des cocotiers et des palmiers, donc tout ça c'est exotique. Et il a fait un grand soleil, qui est le sujet du tableau, qui s'appelle Soleil levant sur l'île Bourbon. Sauf que ce grand ciel, ce soleil, la façon dont il a traité ce ciel et ce soleil ne sont absolument pas réunionnais. Enfin, n'a rien à voir avec la Réunion, parce qu'en fait, Gudin vivait en Angleterre, avait une véritable passion pour les tableaux de William Turner, et en fait, il a fait un ciel à la Turner, en fait. Donc du coup, là, on a ces paysages inventés, ce paysage recréé, ce paysage académique inventé, entièrement composé, qui n'est pas fait d'après sur le motif, qui est le propre d'une partie de l'histoire du paysage à La Réunion, où on a effectivement des gens qui ont inventé des paysages réunionnais sans être jamais venus à l'île de La Réunion. Oui, c'est d'ailleurs une très très belle image, hein, certes, mais c'est vrai que ça évoque évidemment Turner, ce ciel particulier et ce soleil qui se lève, effectivement. Alors, nous avons d'autres, donc dans ces artistes qui parlent de la Réunion, on en a d'autres qui réinventent complètement notre île et ses paysages. C'est ce qu'on va voir à présent. Alors, ça, c'est l'autre cas typique, un dessin d'Alexis Noël qui a été acheté par le musée il y a 3-4 ans, qui s'appelle Le Légende, c'est Cases de Nègre à l'île Bourbon. Et pareil, Noël n'est jamais venu à l'île de la Réunion. Il a dessiné à l'aquarelle ce paysage qui est complètement inventé, ou pareil, la Réunion est une île montagneuse, donc il a fait des montagnes. La Réunion est une île où il y a des esclaves, il a fait des Noirs au premier plan devant les paillotes. En règle générale, les paillotes symbolisent l'Afrique, un milieu exotique. Il a mis des cocotiers et des bananiers, qui sont les deux plantes qui permettent de dire enfin de signifier à l'Européen qui regarde cette image que nous ne sommes pas en Europe, mais bien dans un pays exotique et colonial. Et tout ça, il a appelé Cases de Nègre à l'île Bourbon. Mais on enlève l'île Bourbon, ça aurait très bien pu être la Martinique, la Guadeloupe, le Sénégal ou ailleurs. Mais ce paysage est un paysage totalement inventé, totalement académique et qui n'a rien à voir finalement avec l'île de la Réunion, à l'exception du mot Bourbon dans le titre, en fait. Donc Gudin et Noël, on est vraiment dans le cas de ces paysages inventés, de ces images fabriquées en Europe. On est un peu dans l'héritage aussi, finalement, de l'iconographie autour du thème de Paul et Virginie, où on invente, on crée avec des schémas, avec des idées préconçues, en prenant des éléments symboliques que l'on a dans la peinture ou dans l'histoire de l'art en Europe quasiment depuis la Renaissance, où le cocotier et le bananier servent à dire qu'on n'est pas en Europe et on est dans un pays exotique. Voilà. Ouais, on a le premier qui nous donne un peu une vision historique du peuplement, le deuxième qui donne une version anecdotique, pittoresque, et voilà, dans ces paysages qui sont complètement réinventés. Alors, on n'a pas seulement des artistes qui réinventent la totalité de ce paysage, nous avons aussi des voyageurs. Alors, effectivement, dans les artistes qui vont laisser des paysages sur l'île de la Réunion, on a des gens qui sont de passage, qui vont séjourner temporairement dans l'île, Numa Desjardins, Adolphe Dastrel, Adolphe Potémon. Et ce qui est intéressant, c'est que Desjardins, c'est un musicien c'est un musicien mauricien, qui est venu, qui a séjourné un peu de temps à l'île de la Réunion et qui est un grand paysagiste aussi. Il a fait, dans l'histoire de l'art à l'île Maurice, Numa Desjardins fait partie des grands paysagistes, des artistes paysagistes de cette île également. On connaît des peintures sur l'île Maurice et il a fait ce paysage en 1854 qui est une vue assez classique de la façon de présenter Saint-Denis, qui est vue de la mer et qui est un paysage très académique et très composé. Ce n'est pas une vision, il n'a pas peint ça d'un bateau, il a recomposé ça dans son atelier, tranquillement, assis sur un tabouret devant son chevalet. Et il a divisé la composition en plans, et on a un premier plan qui est cet immense rectangle avec ces vagues qui sont soulignées d'une crête blanche et qui montre cette mer agitée, cette petite barre qui se dirige vers la Terre et qui forme un grand rectangle plutôt sombre au premier plan. Le second plan est constitué d'un grand triangle où on voit du Cap Bernard et qui finit en pointe vers du côté de Sainte-Marie. On aperçoit la ville, on aperçoit devant la ville des bateaux, on voit ces grands monuments, la cathédrale, l'hôpital militaire, la caserne Lambert, enfin la caserne d'infanterie de marine, et tout ça
commence dans les tons sombres du côté du Cap Bernard et finit dans les tons beaucoup plus clairs. Et enfin, on a un parallélépipède qui constitue quasiment un tiers, voire 2 tiers du tableau, qui ce ciel, ces nuages, et cette composition, ce rectangle, ce triangle, ce parallélépipède, est aussi un peu symbolique aussi, puisqu'on a l'eau, la terre, le ciel, donc les éléments aussi. Donc on a derrière tout ça une sorte de symbolique, mais en même temps d'un paysage académique classique qui est une vision très classique et qui est aussi reproduite, et on le voit sur la deuxième image, qui est aussi une lithographie cette fois-ci, donc c'est une impression, c'est une œuvre sur papier, où on reprend un peu la même composition d'Astrel ayant séjourné à La Réunion en 1837-1838, va publier à Paris en 1848 un album qui s'appelle « Album de l'île Bourbon », dans lequel il va rassembler plusieurs lithographies. On retrouve la mer au premier plan, la terre au second plan et le ciel derrière. L'angle de vue n'est pas le même, mais on a toujours cette vue de Saint-Denis, vue de la mer, par ces artistes qui passent et ces voyageurs qui passent et qui vont laisser beaucoup de représentations de la ville de Saint-Denis sous cet angle de vue-là. C'est très intéressant. Alors, c'est vrai que donc on a vu ceux qui imaginaient la Réunion, on a vu ceux qui y passaient, et à présent on va voir un petit peu ceux qui y vivaient finalement avec les œuvres des créoles. Voilà. Alors, parmi eux, je dirais qu'il y a un créole d'adoption majeur qui s'appelle Antoine Louis Roussin. Ce qu'il faut savoir, c'est un militaire qui arrive en 1845 à La Réunion, qui va épouser une jeune créole de Saint-Benoît, qui vient s'installer à Saint-Denis en 1846, qui découvre une presse à lithographier. Et entre la fin des années 1840 et la fin des années 1880, il va produire des centaines et des centaines de lithographies qui vont concerner les paysages de La Réunion, les scènes de vie quotidienne, les personnages, l'actualité artistique, etc., etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si Roussin n'avait pas été là, si Roussin n'avait pas fait toutes ces lithographies, en fait, notre imaginaire sur La Réunion au XIXe siècle aurait été réduit à zéro. C'est le grand imagier de l'île, de la colonie, durant une quarantaine d'années, et c'est le témoin majeur, l'artiste qui va témoigner de la vie culturelle, artistique, des paysages, etc., etc. Et s'il a produit beaucoup de lithographies, on a très peu de tableaux. Et on connaît aujourd'hui, il y a 3 paysages connus de cet artiste, 2 dans des collections privées en métropole et 1 à La Réunion, au musée Landiès, qui est la cathédrale de Saint-Denis, qui est un don fait au musée par Madame Yvonne Manès, et c'est un tableau de 1877. Alors, il faut savoir que le thème de la cathédrale de Saint-Denis, il a fait beaucoup de représentations en lithographie, en dessin et en peinture, et ça c'est une peinture de 1877. Alors, la perspective sur la droite de la composition est un petit peu forcée et on va dire légèrement ratée, il faut le dire les choses telles qu'elles sont, mais en même temps c'est une scène c'est un paysage urbain, on en a très très peu. C'est un grand monument du centre-ville de Saint-Denis et de La Réunion. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a animé le premier plan, donc c'est un paysage académique aussi, avec un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan. Le premier plan, c'est la rue des personnages, le deuxième plan, c'est le monument, le troisième plan, c'est le ciel derrière, et la perspective de la rue Alexis Villeneuve sur la droite de la composition, qui à l'époque s'appelait la rue de l'Église. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va animer le premier plan pour permettre à celui qui regarde le tableau d'entrer dans la composition avec des petits personnages. Alors on a des marins, on a un petit chien, on a 2 femmes avec un enfant. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des femmes métisses habillées à l'européenne, on a des Indiens qui sont là également. Et c'est en fait c'est vraiment là ce rôle de témoin de ce qui se passe à La Réunion, où Roussin a été le témoin de la fin de l'esclavage, Roussin a été le témoin de l'arrivée de l'engagisme, donc c'est lui qui va dessiner les premiers engagés de La Réunion. Enfin, c'est ça que et on retrouve justement ces petites scénettes que Roussin aimait beaucoup dans ses lithographies, et sur l'image que vous voyez à l'écran, là on a une lithographie qui s'appelle Le Barreau, et voilà, on a Roussin, c'est vraiment un regard sur la vie quotidienne, un regard sur les Réunionnais au XIXe siècle. Là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un joueur de bobre, par exemple.
On a probablement ici une famille ou en tout cas d'anciens esclaves qui ont été représentés devant le barreau d'une maison créole du centre-ville. Sur l'image suivante... Alors je vais juste oui. préciser, le barreau, ça signifie portail. Oui, le portail, pardon. C'est le terme créole qui désigne l'entrée d'une maison, l'entrée d'une propriété urbaine du centre-ville. Ouais. Et donc dans la seconde image, on voit cette fois-ci une varangue. Donc là, on a la famille de créoles blancs, on a ces scènes de varangue, on connaît l'importance de la varangue dans l'architecture créole, dans le mode de vie, c'est un endroit où on reçoit, c'est un endroit où on discute, c'est un endroit où on fait, où on défait les réputations, c'est un endroit où se font les mariages, enfin, voilà, c'est vraiment un témoin attentif avec toutes ces scènes de vie quotidienne, et le premier plan du tableau reprend en fait ces lithographies, donc il mélange un peu tout ça, il décompose, il recompose, afin justement de créer ces scènes de vie quotidienne qui sont importantes, parce que Roussin est vraiment le grand imagier, le grand peintre qui va documenter, qui va témoigner artistiquement de la Réunion durant une quarantaine d'années. Et c'est essentiel, il est essentiel à notre mémoire collective, à notre mémoire iconographique sur le 19e siècle à la Réunion. Et le fond que possède le musée est constitué par combien de lithographies? Alors, les lithographies que le musée possède ont été achetées dans les années 80 par Suzanne Greffé-Canding, qui était la conservatrice à l'époque. Donc, on a la quasi-intégralité de toutes ces lithographies, ce qu'on appelle les souvenirs, qui sont ses premières lithographies, puis ensuite la première édition de l'album de la Réunion, la seconde édition de l'album de la Réunion. Et le musée, ces dernières années, cherche à constituer un tome qui nous manquait, qui est le fameux tome 5 de la première édition, qui comporte des lithographies extrêmement rares. Et le musée a eu l'opportunité d'acheter, soit sur le marché de l'art, soit auprès de collectionneurs privés, une partie de ces lithographies du tome 5. Et il en reste quelques-unes à acheter, donc je suis vraiment attentif à ce qui se passe, à ce que je peux repérer chez les collectionneurs privés, ce que je peux repérer sur le marché de l'art, afin d'enrichir les collections du musée Landiers de lithographies de ce tome 5. Et en sachant que le Roussin avait fait l'objet d'une très grosse exposition en 2008-2009, lors de mon arrivée au musée, et cette exposition est toujours visible sur le site de l'Iconothèque historique de l'océan Indien. Oui, et les collections sont également accessibles sur ce site. Voilà, oui, parce que c'est important de dire que tout ce qui est à base de papier, oui, en fait, ne peut être exposé que sur des temps courts, oui, et espacé par un minimum de 3 ans, si mes souvenirs sont bons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut exposer des œuvres sur papier, mais on les expose 4 à 5 mois et elles se reposent 4 ans. On ne peut pas les exposer avant 4 ans. Alors, nous allons poursuivre avec notre fond créole du musée, avec ce peintre qui nous présente un lieu tout à fait emblématique de la Réunion, plus du tout aujourd'hui, mais à une époque, oui. Ouais. Alors, je vous propose de nous présenter. Alors, effectivement, l'image, le tableau suivant est en fait un tableau qui s'appelle Le Bernica, qui a été peint par le grand paysagiste réunionnais du 19e siècle qui s'appelait Adolphe Leroy. Et c'est un tableau qui date de 1884, c'est un tableau que l'artiste a gardé jusqu'à la fin de sa vie, il est mort en 1892, que sa femme a gardé également, et c'est un tableau qu'on a acheté aux héritiers de sa femme dans les années 90, qui est venu enrichir le fonds de peinture de Leroy du musée Landiers. Et ce tableau, qui est un tableau académique, qui montre ces gorges qui se trouvent juste derrière la ville de Saint-Paul. Il faut savoir que le Bernica, les gorges du Bernica, c'est un des grands sites paysagers de la Réunion. C'est tous les voyageurs du 19e siècle y passent. C'est un spot, entre guillemets, touristique de la Réunion. Il y a cette peinture, on a des lithographies, puis après il y a des photographies, puis après il y a des cartes postales. Jusqu'aux années 30, un des grands tableaux de Maurice Ménardeau qui se trouve à l'hôtel de ville de Saint-Denis montre les gorges du Bernica. En fait, c'est un lieu incontournable qu'on a dans tous les guides touristiques. Il faut se rendre au Bernica parce que le Bernica, c'est le fameux poème de Lecomte de Lisle. C'est un roman de George Sand qui s'appelle Indiana et qui situe
une des scènes du roman se déroule au Bernica, parce qu'Indiana est censé se dérouler à l'île Bourbon à l'époque. Bref, c'est vraiment un lieu qui fait partie de l'imaginaire sur les paysages à La Réunion au XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle, et aujourd'hui, totalement oublié des Réunionnais. On ne se balade plus au Bernica, on ne se rend plus au Bernica, même si le site est classé comme site remarquable, paysage, mais ça ne fait plus partie de nos références. C'est un tableau qui est à l'origine d'une idée d'expo qui va peut-être venir un jour, sur justement les sites célèbres de La Réunion, qui sont les paysages connus et oubliés. C'est un peu la logique de l'expo, c'est vraiment de montrer à quel point certains sites ont fait partie de l'imaginaire réunionnais au XIXe siècle, et aujourd'hui ils ont totalement été oubliés. Voilà, on va poursuivre là cette promenade avec Monsieur Leroy dans les différents paysages de La Réunion. Et c'est vrai que là on voit du coup, même si ce sont des paysages recomposés, on voit que nous sommes sur des lieux réels qui ont été vus par le peintre, même s'il les a probablement tous recomposés dans son atelier. Alors, le nouveau tableau qui vous est présenté, c'est les gorges de la rivière du Mât, enfin l'entrée du cirque de Salazie. Donc, ce tableau a été peint en 1877. En 1877, en Europe, il y a une bombe artistique qui s'appelle Soleil levant sur l'île... Impression Soleil levant de Monet, qui donne son nom à un courant artistique qui s'appelle l'impressionnisme. Donc ce tableau est peint en pleine naissance de l'impressionnisme, sauf que ce n'est pas une peinture sur le motif, c'est un paysage recomposé en atelier, c'est un paysage académique qui compose par plans, le premier plan avec l'eau et les arbres, le second plan avec les premières montagnes, le pont, et le troisième plan avec le ciel et d'autres montagnes plus imposantes. Donc vraiment, et ces couleurs artificielles, ces couleurs qui jouent sur des lumières de soleil levant ou des lumières de soleil couchant, enfin tout est repensé. Il y a eu une observation de l'artiste sur le terrain, il a vu le site, il connaît, il allait en villégiature à Elbourg, mais il recompose complètement ce paysage dans son atelier, et c'est un des grands paysages. Pareil, c'est encore un des sites très célèbres, et ce paysage qu'on vient de voir, en fait, ce tableau a été exposé à l'exposition universelle de 1878 à Paris, et a symbolisé auprès de millions de gens qui ont vu cette exposition La Réunion. Alors nous allons poursuivre notre promenade avec Monsieur Leroy avec la toile des Trois Salazes. Oui, alors ce tableau, qui est un achat qui a été fait dans les années 80 par le musée Londiax, en fait est intéressant parce que c'est aussi pour nous l'évocation de cette histoire de l'esclavage, de cette histoire de l'intérieur de l'île à travers la peinture d'un artiste du 19e siècle réunionnais, puisque ces trois pitons qu'on voit à l'arrière sont les vrais salazes, entre guillemets, je dirais. Puisque effectivement, on a l'habitude de dire qu'aujourd'hui, les trois salazes, c'est ces trois bouts de roche entre Mafate et Cilaos qu'on présente. Mais les trois salazes dans la littérature, dans la poésie, notamment la poésie d'Auguste Lacossade, c'est sur ce tableau de droite à gauche, le piton d'Anchin, la roche écrite et le ciment d'Ef, qui constituait la chaîne des Salazes au XIXe siècle. Mais vous voyez que sur ce tableau, on a encore une composition académique par plan, avec la rivière au premier plan, les arbres qui cadrent la rivière, un second plan par ce plateau, un troisième plan avec les trois montagnes et le ciel. C'est vraiment comme des codes de représentation que le roi utilise de tableau en tableau. Alors qu'on va aussi constater sur le suivant, qui sont dans les gorges de Bras-Rouge à Cilaos. Alors, ce tableau est en fait un dépôt de la famille Châtel au musée Londias, qui a permis au musée aujourd'hui d'avoir un très beau mur dans les salles du parcours permanent des collections consacrées à Adolphe Leroy. Là, on change de lieu, on est dans les gorges du Bras-Rouge à Cilaos. Les petites paillotes qu'on voit, c'est le début des thermes de Cilaos, et on a cet effet de soleil levant, d'effet de lune qui sort derrière la montagne, derrière le piton des neiges à l'arrière. Et encore, on retrouve les arbres, la rivière, les plants, la déclinaison. Enfin, c'est encore un peu le schéma. Voilà. Alors, on va découvrir à présent d'autres œuvres. Alors, notamment une sorte de paysage de montagne qui va être un peu interprété de façon différente. Alors, cette nouvelle œuvre, en fait, n'est pas une peinture, mais un dessin à la gouache d'un artiste qui a séjourné à peu près une dizaine d'années à La Réunion, qui s'appelle Adolphe Potémon, et qui a collaboré avec Roussin
dans sa production lithographique. On a aussi beaucoup de lithographies de Potémon, et la plus célèbre lithographie de Potémon, que Roussin va réutiliser par la suite, c'est la fameuse Danse des Noirs sur la place du Bar à Cheval le 20 décembre 1848. Là, on a une œuvre de Potémon plus mystérieuse, avec cet effet de soleil couchant ou levant, on ne sait pas très bien, cette chaîne de montagnes en aplat qui se dessine, ce personnage à côté d'un bassin, ces arbres un peu déchiquetés et très fantomatiques. C'est quelque chose le Potémon a fait beaucoup de petits dessins, peut-être sur le motif, on ne sait pas très bien si c'est vraiment des sites qu'il a pu voir, mais en tout cas, ce sont des petits formats qu'on peut imaginer être des extraits d'un carnet de dessins qu'il a pu faire sur La Réunion. On a d'autres dessins également sur Madagascar. Et ces dessins ont, pour certains d'entre eux, servi à des compositions plus ambitieuses, qui sont des peintures que le Potémon va également réaliser. Alors justement, on va faire une petite promenade dans l'océan Indien à présent, avec un autre peintre, Desjardins. Alors, on retrouve avec ce tableau qui est à l'écran le même artiste, qui est Numa Desjardins. Et Numa Desjardins, en fait, là, c'est un des derniers achats qui a été fait par le musée Léon Dierx. C'est un paysage de l'île Maurice, des plaines Wilhelms. On voit à l'arrière la chaîne qui entoure la ville de Port-Louis, et le Peterbod, qui est une des montagnes symboliques de l'île Maurice. Mais là, c'est vraiment cet ancrage dans l'océan Indien qu'on va présenter avec cette série de tableaux, mais qui est aussi une peinture académique, parce que vous avez un arbre, un tamarin qui cadre la composition à droite, une rivière, on retrouve le motif de la rivière, ces deux femmes et ces deux petites paillotes qui viennent animer la composition au premier plan, et ce premier plan est extrêmement fouillé, très détaillé, avec une végétation très dense. Et plus on avance dans le tableau, plus on voit qu'à l'arrière, c'est traité en aplat, dans les tons bleutés, qui sont des couleurs plutôt traditionnelles de la façon de représenter des montagnes, et ce grand ciel. Donc cette composition de plan par plan qu'on a vu dans les tableaux de Leroy, qu'on retrouve dans les tableaux de Jardin, qui est vraiment cette façon de composer en atelier les paysages typiques de la peinture académique du paysage du 19e siècle. Alors on a un autre type de paysage, toujours de Potémon à présent. C'est vrai qu'on se retrouve là toujours dans cette image très classique de recomposition du paysage, même si on a pu aller sur place. Les peintres ont pu aller sur place, mais qui ont recomposé tout à fait. On peut le voir là sur la diapo suivante. Alors ça, c'est un paysage qui est rentré dans les collections assez récemment. C'est un paysage d'Adolphe Potémon. Alors il faut savoir qu'Adolphe Potémon est certainement un des premiers artistes français à avoir réalisé des paysages sur Madagascar. On est bien avant la colonisation de Madagascar. Il a séjourné à La Réunion, mais il est allé à l'île Maurice, il est allé à Sainte-Marie, il est allé à Majunga. Enfin, il a fait des escapades à Madagascar. Et cette peinture, c'est un paysage à Madagascar. Alors, on ne sait pas très bien où on est. Est-ce qu'on est sur la côte est, est-ce qu'on est sur la côte ouest, est-ce qu'on est dans le nord? Mais on retrouve, pareil, cette composition par plan. C'est-à-dire que Potémon est certainement parti d'esquisses à la gouache, à l'aquarelle, de dessins, pour composer ce paysage malgache, qui est un paysage peut-être d'un lieu identifié, on n'est pas très sûr, mais en tout cas, il y a mis tout ce qu'il fallait pour que le spectateur, enfin l'Européen qui regarde ce tableau, comprenne qu'on est bien à Madagascar. Et notamment, ce que Potémon va mettre systématiquement dans ces tableaux, c'est le ravenal. C'est l'arbre du voyageur. Là, on a une très belle composition sur la gauche de Ravenal. Cette petite rivière qui permet de rentrer cette composition. Ces deux petits personnages qui animent le premier plan. Ces paillotes qu'on voit au loin. Et plus on avance, plus les détails très fouillés du premier plan s'estompent pour devenir des aplats, et avec ce grand ciel qui sert de repoussoir aux deux grands arbres, aux deux grandes masses d'arbres qui structurent et qui organisent et qui composent et qui encadrent cette trouée qui, avec cette rivière, permet d'entrer dans le tableau. On voit que nous sommes certes dans des œuvres très classiques, mais on a des œuvres de très grande qualité, avec vraiment une qualité de traitement, de composition, qui sont assez spectaculaires, comme dans la suivante, où on a une qualité de lumière qui est tout à fait étonnante. Dans les deux suivantes, d'ailleurs, la première sur cette femme près d'une cascade à Madagascar. Cette œuvre toujours de Potémon qu'on voit à l'écran est en fait une gouache, donc c'est un dessin, c'est un tout petit dessin,
qu'on a exposé très récemment lors d'une exposition au musée Landiers. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, vous retrouvez le Ravenal, hein, on dit bien, on est à Madagascar, il y a un Ravenal au second plan. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une composition un peu tourbillonnante, où la rivière permet d'entrer dans la composition et nous amène jusqu'au second plan. On a cet effet de clair-obscur où on a comme un effet de lumière, on est comme un peu dans une composition cinématographique où on met un coup de projecteur pas très loin de la dame au premier plan, on remet un effet de lumière au second plan, au troisième plan, pour éclairer justement ce paysage au loin. Et c'est intéressant avec ce dessin parce que Potémon est un artiste formé à l'école des Beaux-Arts à Paris. Il a été formé par d'excellents paysagistes du XIXe siècle. Et c'est quelqu'un qui sait dessiner, qui sait composer. Et ce paysage est vraiment un paysage intéressant parce qu'en plus, il a gratté la matière. Quand on s'approche de l'œuvre, on voit que il y a tout un réseau de petites branches que sur le côté. On a l'impression que c'est dessiné. En fait, non. Il a peint et il a gratté la matière pour faire ce réseau de petites branches que l'on voit sur la gauche de la composition. Ce sont des œuvres vraiment exceptionnelles. On va continuer avec cet autre paysage à Madagascar. On va terminer sur cette partie des paysages que je vous propose à présent de regarder. Alors, l'autre tableau qu'on voit à l'écran, en fait, c'est une huile sur bois d'un artiste qui s'appelle Charles Merme, qui, avec Potémon, avec Roussin, cet artiste-là, il était militaire, il est venu à La Réunion quelque temps, probablement en tant que militaire, et lui aussi a bourlingué entre La Réunion, Madagascar, l'île Maurice. Ce qu'on connaît de lui principalement, c'est des paysages malgaches, mais il a fait aussi le premier album de lithographie qui a été réalisé à La Réunion et imprimé par Roussin, qui s'appelle Promenade à Salazie. Sauf que malheureusement, on n'a pas de peinture enfin, peut-être qu'un jour, on va en découvrir une. Mais ce très beau paysage malgache qui est dans un format vertical, avec cette trouée, cette volonté de faire ce contraste entre un premier plan très dense, cette forêt tropicale malgache, et cette percée à l'arrière sur le paysage avec le lac, les montagnes, le ciel, d'opposer justement ce premier plan au second plan est intéressante. Et c'est un paysage qui a été fait en 1848. Et comme le paysage de Potémon précédemment, ça fait partie des premiers artistes européens à peindre des paysages sur Madagascar. Alors on va terminer, déjà nous dépassons un petit peu le temps qui nous est imparti, mais nous allons terminer par une partie vraiment intéressante du fond créole de votre musée, qui sont les portraits de la société coloniale. Oui, en fait le musée possède à la fois en peinture et en lithographie un panel intéressant de portraits, soit de portraits de personnages identifiés connus, soit ce qu'on appelait à l'époque les types physiques, et qui sont vraiment un témoignage de la société coloniale réunionnaise du 19e siècle. Le premier portrait qui est le plus symbolique, qui est un achat qui a été fait en 2007 au musée Landiers, c'est le portrait d'un colon. Alors, il était connu, il avait un nom, mais les hasards de l'histoire font que ce portrait est parti en métropole. Il a été acheté auprès d'un galeriste à Paris et on a totalement oublié qui est ce personnage qui était là-dessus. Il a été peint par Arthur Grimaud, qui est un des grands paysagistes, un des grands portraitistes de La Réunion à cette époque-là, et il montre un colon sous sa varangue. Donc on a une petite nature morte en bas à droite, avec des cocos, des bananes. Il est dans sa tenue de planteur, en fait, avec de coton. Il pose sa main sur son chapeau et une branche de café, probablement sur ses livres de contes, et on a cette percée sur un paysage avec deux palmistes, et on ne le voit pas, mais on le voit bien au musée, on a une toute petite paillote et une petite dame qui sort de cette paillote, l'évocation de la plantation, l'évocation de la présence d'un camp d'esclaves à proximité de ce tableau, puisqu'il a été peint en 1848, qui est l'année où on a aboli l'esclavage à La Réunion. Nous avons également de jolis portraits, comme ce portrait de jeune fille de Grimaud, que l'on va voir à présent, ou bien je vais les faire défiler, voilà. Le portrait de ce jeune homme également. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, quand on n'avait pas les moyens de payer une peinture, il était plus facile de se faire portraiturer, sous forme de dessin, et le portrait dessiné était très à la mode en Europe, mais également à La Réunion, et les Grimaud, on en fait beaucoup. On a
Et enfin, on a aussi le portrait peint par Adèle Ferrand, qui est une des grandes artistes de notre musée. Adèle Ferrand, lorsqu'elle va séjourner très peu de temps à La Réunion, entre 1846 et 1848, elle va faire beaucoup de portraits de la famille Kervegen ou de l'entourage de la famille Kervegen. Et le portrait qu'on voit de cette dame en bleu tenant une rose dans sa main est certainement un des plus beaux portraits qu'elle ait fait dans l'île. Et de cette femme créole de la bourgeoisie saint-pierroise, puisqu'elle habitait Saint-Pierre lorsqu'elle a séjourné à La Réunion. Alors, on a de très nombreux portraits qui sont des portraits de la bourgeoisie et des personnes et des notables. Et puis on a aussi des portraits types. Qui sont des dessins comme celui qu'on peut voir ici de Potémon, qui représente voilà, des types de personnes de la société créole. En fait, justement, autour de Roussin, parce qu'il y avait cette presse à lithographier, en fait, Potémon, Roussin et quelques autres artistes, en fait, vont réaliser en fait des types physiques. Alors, peut-être qu'il s'agit d'un portrait, mais en tout cas, on n'a pas le nom de cette personne, parce qu'on est au 19e siècle, parce qu'on est dans ce siècle qui classe, qui range, qui établit des hiérarchies entre les races, et bon, toute la théorie raciale du 19e siècle que l'on retrouve également à La Réunion, et on montre les types physiques. Donc là on a vu le CAF, la CAFRINE, donc Potémon a fait toute une série. Là, on a une Yamban, c'est intéressant parce que vous voyez que sur le visage de cette femme, vous avez comme des petites traces, des petites scarifications, parce qu'en fait, les Yamban, c'était les noms des Mozambiques, et ces esclaves mozambiques qui avaient été amenés à La Réunion durant la fin 18e et durant la première moitié du 19e siècle. On a également là 2 Yamban qui sont des esclaves au champ, les fameux noirs de pioche. Donc Roussin, je répète et je redis, a été le témoignage et nous a laissé des traces en lien avec l'esclavage à La Réunion. Et puis... Et les modistes, les esclaves modistes. Là, on a eu des esclaves, on dirait des esclaves au champ. Là, on a plutôt des esclaves urbains qui sont en fait lithographiés par Roussin. Voilà, sur lequel on va terminer cette émission. Alors, je vous remercie infiniment, Monsieur Le Veneur, de cet exposé vraiment passionnant. Et nous nous retrouverons pour un 3e volet, là, qui présentera un fonds exceptionnel qui est le fonds Ambroise Vollard, en tout cas tout le fonds impressionniste du musée que nous allons découvrir très bientôt. Alors je vous propose de regarder en tout cas nos émissions sur le portail de l'UNR via sa page Facebook Université numérique de La Réunion ou sa page YouTube, et à très bientôt.